qui permettent qu'il n'y a pas de problème de toxicité, donc on est vraiment en dessous des seuils de danger. On peut mettre des systèmes en place pour éliminer par exemple l'atrazine ou certains produits. Ils sont performants, mais ils sont chers. Ils ne peuvent pas éliminer tout non plus. Puis il y a d'autres approches. On peut substituer, je crois que c'est la première phase qu'il faut regarder quand on a un micropolluant qui est dangereux, essayer de trouver une autre molécule. Même si on doit payer un peu plus, je crois qu'on doit avoir cette idée qu'il faut payer pour une bonne qualité de vie. Contrôler la source, on peut faire plein de choses pour contrôler l'émission des micropolluants à la source, comme j'ai montré avec quelques exemples. Et j'ai mis comme idée, je crois qu'il faut essayer de laisser les micropolluants concentrés, même si c'est des nanogrammes, des microgrammes, parce que le traitement est beaucoup plus efficace à ce moment-là. Et avec ça, je veux remercier Ludwig Clouseau, Frédéric Cloutier, mon premier étudiant à la maîtrise qui travaillait sur les micropolluants, et Sébastien Sauvé, mon collègue de l'Université de Montréal. Je veux toujours remercier le chaire de recherche que j'ai obtenu. Le CRS Saint-G parce que c'est là qu'on peut avoir de l'argent pour la recherche. Et puis 2 projets européens que j'ai eu la chance de travailler dedans. Neptune, où ils ont travaillé sur l'ozone et le charbon activé. Et puis SCORE-PP, c'est Source Control Options for Reducing Emission of Priority Pollutants. Donc c'est le contrôle de la source des micropolluants où j'ai eu la chance d'apprendre beaucoup. Et avec ça, je veux vous remercier pour votre attention. Donc merci pour cette dynamique et nous avons le temps de prendre quelques questions. Donc, voilà. Monsieur, je vais vous donner un micro. Nous avons des micros. OK, merci. Je m'appelle Carole Vachon, je suis de Sainte-Foy. Je suis un ex-chercheur postdoctorant sur le système hormonal à la faculté de médecine. Par après, je me suis intéressé à l'alimentation, la nutrition. Et évidemment, l'eau a passé aussi a suscité mon intérêt. Et j'avais un gros problème, moi, dans les épaules, qui m'a amené 2 fois à l'urgence à l'hôpital. Et à un moment donné, on m'a conseillé de prendre de l'eau osmose inversée. Je suis un miraculé de l'eau osmose inversée. Le changement, à partir du moment où j'ai pris l'eau osmose inversée, a été drastique, progressif, mais drastique. Et le problème, c'est complètement réglé dans la période de l'année où justement c'était le pire, c'est-à-dire la fin de l'hiver. L'eau osmose inversée enlève les minéraux inorganiques, entre autres, puis probablement une certaine quantité de micropolluants, mais bon, tout ça, c'est à vérifier. Je n'en sais pas plus. Mais je peux vous dire, il s'est passé quelque chose. J'ai différentes interprétations, et surtout quand je regarde ce que vous avez présenté aujourd'hui, et merci d'avoir donné cette conférence-là. Je suis vraiment content d'être venu ici, M. Van Holligan. Merci. Alors, et on constate une chose, là, c'est l'eau qui sert à être consommée par les individus n'est pas 1% de celle qui sort de nos usines de filtration. Je ne vois pas tellement l'intérêt économique pour une société qui va avoir de plus en plus de choses à éliminer plus tard, à vouloir obtenir une eau ou désirer une eau si propre sortant du robinet, et quand on sait que 99,7% sert à laver les pneus, laver les trottoirs, à la grande usine, etc. Et je pense qu'un jour, la Ville n'aura pas le choix, on n'aura pas le choix d'organiser la distribution d'eau en grosses bouteilles, là, pas les petites moses de bouteilles qui polluent de façon épouvantable. Donc, organiser un autre type de distribution d'eau que celle qui est prise au robinet. Évidemment, il y a des questions d'éthique, il y a des questions de pratique. Comme je le fais déjà, moi, depuis des années. Je pense que j'ai considérablement bénéficié d'utiliser ce traitement-là. Et contrairement à ce que vous avez dit, par exemple, quand vous avez mentionné l'eau osmose inversée, vous avez mentionné qu'il faudrait réajouter des minéraux dedans. Ça, là-dessus, je ne suis pas tout à fait d'accord qu'il faut réajouter des minéraux dans l'eau. Les minéraux, on devrait les consommer
dans les aliments, sous forme donc liée aux aliments en façon organique. C'est quand même tout un débat. Alors, voyez-vous un petit peu comment est-ce que j'amène ce débat-là économiquement et de façon pratique. Nous devrons un jour envisager pour notre consommation personnelle de base de trouver une eau qui va nous arriver différemment de celle qui vient du robinet. Peut-être des appareils qui vont venir purifier l'eau en dessous, mais en tout cas, là, j'en ai dit suffisamment. Là. Okay. La chose que je veux dire, c'est qu'il y a pas mal de développement dans le fait qu'on ne va pas utiliser une eau de très bonne qualité pour des choses où il ne faut pas arroser nos terrains avec de l'eau du robinet. Ouais. Le problème, c'est que le transport de cette eau-là va nous coûter beaucoup d'argent si on veut séparer l'approvisionnement de l'eau potable qu'on peut boire et l'eau qu'on utilise dans nos maisons. Il y a des systèmes où le développement qui se font dans les maisons, où on va avoir deux circuits indépendants, où on va réutiliser l'eau des toitures, on va la capter et puis l'utiliser pour les toilettes, pour les douches, pour la vaisselle, pas la laveuse, sécheuse. Transporter d'un point centralisé 2 sources d'eau, je crois ça va changer complètement les aqueducs. Ça va donner des investissements énormes. Quand on veut transporter la bouteille d'eau qu'on achète, c'est plus cher qu'un litre d'essence. Mm-hmm. C'est le transport, l'approvisionnement qui fait le coût, la publicité peut-être aussi. Donc il y a des problèmes avec de l'économie de ce développement-là. Dans les nouveaux développements, on voit où on va avoir 2 circuits à l'intérieur des maisons, avec une récupération d'eau grise, on dit. Ça se fait. Donc ça se développe. Sur l'osmose inverse, c'est clair que c'est coûteux. On le fait. La production d'eau en bouteille, c'est souvent avec l'osmose inverse. Quand on regarde sur les bouteilles, osmose inverse, puis réajoute des minéraux, parce qu'il faut quand même une pression osmotique qui est raisonnable pour avoir une eau potable qui est à boire. Mais c'est plus cher. Et j'ai un graphique, je ne vais pas le montrer parce que je ne vais pas tenir ça trop long. L'osmose inverse est un peu mieux pour éliminer les micropolluants qu'un charbon activé ou l'ozonation, mais ça n'élimine pas tout. Il y en a toujours des petites molécules qui vont passer à travers, parce que la membrane n'est pas complètement étanche. Juste un dernier commentaire, parce que je vais laisser la place, là. Cette eau-là, par contre, si on trouve des appareillages qui sont suffisamment performants, ils pourraient être installés dans les épiceries et dans plusieurs lieux qui permettraient d'avoir donc une production d'eau qu'on n'aura pas à transporter et qui permettrait à des gens, et en particulier, il faut penser aux gens là, qui ne peuvent pas transporter autant d'eau que moi je peux le faire. Là. Alors, donc dans les épiceries, dans les dépanneurs, c'est sûr que c'est toute une discussion à faire. Ouais. Mais on va être obligé, je pense, d'envisager cette voie-là à un moment donné. Un des problèmes de production locale, c'est le contrôle de la qualité. Si on le fait centralisé, on peut faire mieux. Je ne dis pas que ce n'est pas possible, mais il faut être prudent avec la production locale parce qu'il y a toujours un gestionnaire de cet équipement-là qui peut-être pas faire sa job comme il faut. Les nouveaux produits qui sont mis sur le marché, que nos chimistes font ou que d'autres personnes inventent, les nouveaux produits pharmaceutiques, est-ce que ces produits-là sont étudiés en fonction de leur élimination dans l'eau? Bonne question. J'ai oublié de le mentionner, j'avais planifié ça. Un des éléments de substitution, quand on parle, on a un produit qui fonctionne bien, on cherche un produit différent. Un des éléments qui joue de plus en plus, c'est la biodégradation ou l'élimination dans l'environnement. En théorie, je sais qu'en Europe, ça fonctionne comme ça. J'imagine que c'est la même chose avec la liste de 23 000 produits chimiques. Quand un nouveau produit arrive sur le marché, elle doit passer un test, une batterie de tests pour être acceptée d'être mise sur le marché. Et ça inclut des tests de photolyse, de biodégradation, etc. Je le connais du point de vue spécifique sur les pesticides, où il y a 1 mètre de dossier qui arrive pour être évalué avant qu'un produit peut être accepté sur le marché. Donc, pour les nouveaux produits pharmaceutiques, je suis presque certain, je ne suis pas convaincu, je ne suis pas certain, mais je suis presque certain que ces produits-là vont passer une évaluation qui inclut donc la biodégradation, etc. Le problème, c'est clair que pour les produits pharmaceutiques, si on ne peut pas substituer, on ne va pas bannir un produit qui est très utile pour la santé humaine. On va faire l'évaluation des risques pour voir est-ce qu'on peut gagner plus de vie qu'on va en perdre. Et est-ce que l'écosystème qui va être affecté par certains produits, est-ce que ça vaut gagner des vies? Donc, toute cette discussion-là est claire, mais c'est clair que les industries pharmaceutiques, ils regardent ça
parce que c'est un élément qu'ils doivent prouver, selon moi, auprès de gouvernement avant qu'un produit peut être accepté sur le marché. Oui, moi, j'aimerais savoir pourquoi les stations d'épuration ne sont pas tenues ils ne font pas d'analyse sur les pesticides et sur les autres contaminants comme comment ça s'appelle? Ça se peut que je fais une erreur ici, parce que je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'autre qui suit ça du ministère. Il y a le suivi, la surveillance de la qualité de l'eau se fait par le ministère. Je crois que les villes peuvent le faire, je ne suis pas certain qu'ils le font. Ils font pour les polluants traditionnels le suivi interne. Normalement, c'est comme ça que le ministère regarde si le suivi interne est fait d'une bonne façon. Je crois que le problème avec la micropolluants, c'est que ce n'est pas évident, ça coûte cher. Et donc, on laisse ça chez les laboratoires du ministère, que le ministère utilise pour faire les analyses. Et je crois que la façon qu'on a vu ici les résultats, ça donne quand même une confiance assez grande qu'il n'y a pas beaucoup de problèmes avec les micropolluants dans notre eau potable et qu'on est en train de trouver de plus en plus de micropolluants dans nos rejets, dans les effluents de traitement d'eau usée qui arrivent dans nos rivières et que là peut-être il y a des problèmes dans la qualité des écosystèmes qui souffrent un peu de micropolluants. Là, je suis pas mal convaincu qu'il y a des choses à faire là-dedans. Mais ça veut dire qu'il faut augmenter la capacité de traitement d'eau usée. Ce qu'on ne fait pas assez. Par exemple, Montréal, c'est un traitement primaire. On a montré que ce n'est pas très fort. Puis on va installer l'ozonation, ce qui va améliorer beaucoup la qualité de l'eau qui sort. Mais il y a peut-être quand même des sous-produits qui vont se faire. Donc il y a certainement des choses à regarder au niveau canadien, je dirais, au niveau québécois, canadien, sur les micropolluants. Mais disons, pour l'eau potable, tout indique que ça va bien, que le traitement est suffisant.